J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. L'étoile et le jasmin. Voilà, l'étoile et le jasmin. Maya Naoum, bonjour. Bonjour. Alors, le cinéma était leur pays, un livre de Serge Siritsky qui nous fait l'amitié d'être en studio avec nous. C'est paru chez Véronne Éditions dans la collection Authentique. Bonjour Serge Siritsky. Bonjour. Vous allez vous rapprocher du micro. Alors, voilà, merci. Voilà. Là, j'avoue que vous êtes un homme de cinéma. Et c'est un film, en fait, ce que j'ai lu. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, l'histoire des Siritsky, je vais faire très rapide parce que c'est tellement incroyable et il y a tellement d'histoires que je vais essayer d'être assez rapide. Alors, les Siritsky, c'est des gens qui viennent d'Odessa, je crois. De Russie, oui. Oui. Voilà. Et en 1912, ils sont obligés de partir. Pogrom oblige. Donc, ils partent, ils vont quitter la Russie. Ils vont se retrouver à Constantinople. À Constantinople, rebelote, si je me trompe pas. La famille Siritsky est obligée de partir et ils se retrouvent à Paris et à New York. C'est un petit peu ça, le circuit de la famille Siritsky. Et dans ce circuit, on a des aventures absolument folles. Une des aventures que vous racontez, Serge Siritsky, et qui est révoltante, incroyable, etc., c'est que votre grand-père, Léon, le fondateur de la dynastie Siritsky, voilà, Léon se retrouve, et vous allez nous raconter après plus en détail, se retrouve à devoir vendre ses salles de cinéma parce qu'il est juif, parce que sous l'occupation, on ne peut pas, les juifs n'ont plus le droit de... Donc il va vendre ses salles avec une histoire rocambolesque de trahison, de n'importe quoi, et il va se retrouver avec une somme d'argent ridicule pour des salles qui sont absolument considérable. Il va se retrouver avec une somme ridicule. Vous nous raconterez après le complot. Il se retrouve à New York où il va rejoindre ses fils. Il s'en va très vite à New York, où vous naissez, Serge Siritsky, puisque vous êtes né à New York. Et à la Libération, voilà-t-il pas qu'il est accusé d'être un collabo, ce qui est absolument dingue. C'est un montage, c'est une manip que Serge Siritsky va nous raconter. Et ce livre raconte comment il a été réhabilité très tard, en 2000. Il était mort depuis longtemps. Oui, c'est ma génération qui a fait découvrir le complot et la réalité. Grâce à la mission Mattéoli, qui avait été créée par Chirac pour la restitution des biens juifs spoliés. Et voilà. Et donc Léon Siritsky est complètement lavé, complètement grâce à ses descendants, ce qui est une histoire complètement folle. Et maintenant, je vous laisse nous raconter, parce que j'ai donné envie, je crois, à nos auditeurs qui nous écoutent là, évidemment, de lire ce livre, parce qu'on ne va pas tout raconter, qui est incroyable. Ça s'appelle « Le cinéma était leur pays ». Et je vous laisse raconter maintenant cette histoire complètement folle de votre famille. Ça commence donc au moment où votre grand-père Léon commence à acheter des petites salles de cinéma qui n'ont... C'est-à-dire, d'abord, il a quitté la Russie parce que avec sa femme, son fils, ils allaient être tués. Hein, et ils ont été se réfugier à Constantinople, parce qu'à ce moment-là, en 1912, l'Empire ottoman était très tolérant à l'égard des chrétiens et des juifs, et son frère y était déjà, et il se lance dans un métier de forel, cinématographe, parce que le cinéma était muet, il n'y avait pas besoin de parler la langue. Il se révèle extrêmement doué, il devient un des principaux exploitants de salles de cinéma de Constantinople. Et puis, la Turquie, l'Empire ottoman perd la guerre et dépecé, il ne reste plus que la Turquie, et c'est la guerre civile. Et là, après avoir massacré les Arméniens, il commence à massacrer les Grecs, et les Juifs, et donc il s'enfuit une nouvelle fois. Il hésite entre les États-Unis et la France, mais la France c'est le pays de Zola, un pays où Dreyfus a été réhabilité et tout, c'est là où il faut aller. Donc avec sa femme et ses 3 enfants, 2 fils et une fille, il débarque à Marseille, monte à Paris, et il se relance dans le métier où il a réussi, le cinématographe. Il ne parle pas un mot de français, naturellement, mais il va réussir à trouver
trouver une salle et au fil des années, en 39-40, il est un des principaux exploitants de salles de cinéma. Il y a Gaumont et Pathé, mais eux, ils sont en redressement judiciaire. Lui est en pleine prospérité. À ce moment-là, c'est la guerre. Les Allemands occupent la France et une des premières choses qu'ils font, c'est ils obligent la fermeture des salles appartenant aux Juifs. C'est-à-dire qu'il a énormément de personnel, des loyers, etc., mais il n'a plus de recettes. Donc il faut absolument qu'il vende. En plus, il est recherché par la Gestapo parce qu'avant-guerre, sa programmation cinématographique plaisait pas du tout aux nazis. Quand il a sorti La Grande Illusion, Goebbels a parlé d'ennemi cinématographique numéro 1. Et donc il arrive après beaucoup de difficultés à vendre ses salles à un prix dérisoire, et il va réussir avec ses fils à partir aux États-Unis, ce qui était très compliqué, parce que les États-Unis, c'était très difficile. C'était la crise de 29, vraiment, on fermait les frontières. Et le peu d'argent qu'il a, il l'a transformé en dollars. Il se trouve que ce sont des faux dollars. Donc ils débarquent aux États-Unis et ils n'ont pas un sou. Il parle un peu anglais parce que dans le cinéma en France, il était très proche de toutes les majors américaines et tout. Il devait comprendre en tout cas l'anglais, mais enfin il débarque et il va recommencer. Démarque où, à New York? Il démarre à New York et ils vont de nouveau réussir. En 1945, mon grand-père se dit ça y est, la France est libérée, je vais rentrer en France récupérer mes salles parce qu'il y a une loi qui dit que les Juifs qui ont perdu leurs salles ou qui ont été obligés de les vendre ont le droit de les récupérer, d'autant plus que, sans le savoir, il l'a vendu à quelqu'un qui l'a revendu aux nazis, et c'était les nazis qui les possédaient. Donc, en attendant, l'État français a pris ces salles que les nazis exploitaient, la Continentale, et il revient pour les récupérer. Il suffit d'aller devant un tribunal, dire c'était mes salles, mais on lui fait comprendre que non, l'État veut les conserver. Et ces salles, à ce moment-là, s'appellent l'UGC. Et l'État veut conserver ces salles. Il dit non, mais moi, d'après la loi, j'ai le droit, je les rachèterai. Comme je les ai vendus à bas prix, je les rachète à bas prix. Surtout qu'il y avait cette ordonnance de 45. Absolument. Ordonnance même de 45, et donc l'État lui dit écoutez, si vous le faites d'abord, vous les avez réparés, vous allez le regretter. Bon, il persiste, et à ce moment-là, il est accusé par le procureur de la République de collaboration avec les nazis. C'est naturellement insensé, c'est ridicule, il n'y a pas la moindre preuve, etc. Donc il y a un premier tribunal, celui qui était chargé de juger un peu la collaboration, qui refuse. C'était la seule façon de ne pas rendre les salles. Exactement. De collaboration. Ça, c'était la seule façon. Voilà, tant que on dit, vous savez, il était collaborateur, il ne peut pas dire, vous savez, j'ai été persécuté, j'étais juif, etc. Et donc il y a un premier tribunal qui dit, attendez, je ne veux même pas juger l'affaire, ça ne tient pas la route, etc. Enfin, c'est transféré au tribunal correctionnel de la Seine, et le tribunal correctionnel de la Seine, en avril 48, le déclare totalement innocent, et avec des termes très durs à l'égard de l'État, en disant il n'y a pas la moindre preuve. C'est vraiment scandaleux de proférer cette accusation. Et à ce moment-là, le procureur fait appel. Alors, naturellement, il fait appel, c'est-à-dire que ça va faire traîner les choses, et en attendant, on ne peut pas lui rendre les salles. Mais contrairement à ce que tout le monde attendait, donc en avril 48, il est acquitté, et en août 48, la cour d'appel se saisit de l'affaire. D'habitude, ça dure 2-3 ans, etc. Là, c'est en 4 mois, ils se saisissent de l'affaire. En septembre, ils le condamnent à la prison pour collaboration avec les nazis. Et un enfer. Et voilà. Et c'est hallucinant. Donc, naturellement, il n'y a aucune raison de lui rendre les salles dans ce cas-là. Et mon grand-père s'enfuit aux États-Unis. En 1950, il est amnistié, bénéficie d'une loi d'amnistie, et lui et ses fils vendent leurs affaires aux États-Unis et
revienne en France pour redémarrer à zéro. Il revient en France parce que pour lui, c'est le pays qu'il a choisi, c'est le pays de Zola, et il va pas se laisser pousser dehors. Et donc ils vont recommencer. Alors mon grand-père est très vieux à ce moment-là, c'est pas lui qui s'occupe des salles, ce sont ses deux fils qui avaient travaillé avec lui avant-guerre, et ils vont rebâtir un des plus grands circuits de salles de cinéma. Ils vont être distributeurs, producteurs, c'est eux qui lancent la nouvelle vague, ils lancent le cinéma d'auteur, voilà, ils vont rebâtir un très très grand circuit. Donc vous parlez de votre père et de votre oncle. Voilà mon père et mon oncle. Et on les appelait les princes des Champs-Élysées. Les princes des Champs-Élysées. Et moi, quand je raconte au début du livre, quand j'étais en classe, à cette époque, on me présentait, on disait c'est le fils des frères Sérétsky, parce qu'ils étaient connus comme les frères Sérétsky. Vraiment, et vous étiez en classe, alors en France ou aux États-Unis? Quand j'étais en France. D'accord. En France. Et aux États-Unis, je suis rentré, j'avais 5-6 ans. Oui. Et voilà, mais je suis américain et français. Et donc, des années après, mon grand-père, naturellement, est décédé en 53. Mais mon père, mon oncle sont décédés. Moi, j'ai vendu les salles. Et puis, on apprend un jour, les petits-enfants, on apprend qu'il y a cette mission Matteoli que Chirac a créé principalement pour les 1700 tableaux que les nazis ont pris à des juifs et que les musées français refusent de rendre à leurs propriétaires. Donc on se dit c'est quand même un peu la même chose, donc on va les voir. D'un premier temps, ils disent oui mais c'est pas du tout la même chose, les tableaux et tout. Est-ce que vous avez les comptes de la société? Non, mais notre famille nous a raconté. Enfin, on va étudier, nous disent-ils. Et quelques semaines après, ils nous rappellent et ils disent écoutez, c'est quand même intéressant, on va étudier l'affaire. Et donc, ils chargent une magistrate d'enquêter sur l'affaire, et elle tombe sur une lettre où un haut fonctionnaire du ministère des Finances en charge des privatisations écrit au procureur de la République, celui qui a fait condamner mon grand-père, en disant voilà, d'après la loi, enfin les ordonnances, M. Sérétsky devrait récupérer ses biens, mais j'ai reçu plusieurs fois la visite d'un haut fonctionnaire français, le directeur général du Centre national du cinéma, qui veut pas qu'on lui rende ses salles, et qui me fait remarquer qu'il y a un moyen, c'est si on arrive à le faire condamner pour collaboration avec les nazis, mais il n'y a aucune raison de lui rendre les salles. Écrit noir sur blanc. Écrit noir sur blanc, et voilà comment on va s'y prendre, etc. Et elle trouve tous les documents qui montrent les faux témoignages, les fausses expertises. Par exemple, il y a un expert qui dit, vous savez, il a vendu les salles très très cher, il a beaucoup d'argent, etc. J'ai été à l'UGC, j'ai pris les comptes et tout, et voilà. Et mon grand-père dit, à l'époque disait, mais c'est pas les chiffres. J'avais beaucoup plus de salles, etc. Non, c'est l'expert devant le tribunal, etc. Un grand expert. Bon, donc c'est une des causes pour lesquelles il le condamne. Et après, d'ailleurs, après la condamnation de mon grand-père, c'est lui et ses deux fils ont été poursuivis pour profit illicite avec l'ennemi, en plus. Ah oui, en effet. Eh bien, dans le rapport que fait cette magistrate, elle a découvert la preuve que c'est l'UGC. En allant à l'UGC, il y a un autre expert plus tard qui va à l'UGC qui dit je voudrais étudier les comptes. Ils disent mais on les a jamais eus, les Allemands sont partis avec. Et donc, il a été condamné pour avoir vendu trop cher les salles sur la base de comptes qui n'existent pas, qui ont été inventés par l'expert. Et il y a une dizaine de preuves, mais écrites en plus, tout est écrit, que tout ça est faux. Et la mission Matteoli dit c'est un crime d'État. Voilà. Ah oui. Et donc non, mais Amnesty. donc nous, ce qu'on voulait, c'est de laver l'honneur de notre grand-père. On ne demande pas qu'on nous rende les salles et tout. Les salles, entre-temps, bien plus tard, ont été privatisées. Ceux qui les ont rachetées, ils sont absolument pour rien, ne connaissent pas l'histoire, etc. On va pas demander. On ne l'a pas fait pour de l'argent. On l'a fait pour dire, attendez, en France, à la Libération, pas sous Vichy, à la Libération, il y a des Juifs qui ont été accusés de collaboration et condamnés pour ça, alors que c'était totalement faux. Alors, vous expliquez
racontez très bien dans votre livre. C'est un polar, ce truc, c'est incroyable. Ouais. Vous racontez très bien aussi que l'époque après la libération, De Gaulle voulait que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il fallait aplanir. Il fallait lisser. En fait, il fallait lisser. Et je termine juste par rapport aux collabos. On n'a pas franchement fait la chasse aux collabos. On en a pris quelques-uns. L'épuration n'a vraiment pas eu lieu. Voilà, l'épuration n'a franchement pas eu lieu. Et donc, ce qui est incroyable dans l'histoire de votre grand-père, c'est que manifestement, ces espèces de petits salopards qui ont monté ce truc-là n'ont pas du tout été inquiétés. Oui, mais là, il faut comprendre, De Gaulle arrive et il fait juger les principaux collaborateurs, mais il se dit, si on juge tous les collaborateurs, on va juger une grande partie de la France. Donc, en homme d'État, il dit, bon, on limite ceux qui vont être jugés. Donc, effectivement, parmi les juges, les magistrats qui ont condamné Pétain et Laval, il y avait des magistrats qui avaient prêté serment à Pétain. Donc, dans les comploteurs, on voit en tout cas deux d'entre eux, c'est très clair dans leur correspondance entre eux, façon dont ils parlent de ma famille, on voit qu'ils sont antisémites, c'est tous les poncifs, ah oui, mais ces gens qui ne s'intéressent qu'à l'argent, etc. C'est dans leurs lettres entre eux. Alors ça, évidemment, c'est la grande partie passionnante de votre livre. Le cinéma était leur pays. Et alors, il y a une deuxième histoire, c'est l'histoire du cinéma, des Siritsky et le cinéma. Parce que si j'ai bien compris, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait ENA, etc. Et pourtant, vous n'avez pas du tout été dans la voie tracée de l'énarque, mais vous avez repris l'esprit familial dans le cinéma. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu dans le cinéma. Alors j'ai choisi plutôt une carrière dans la presse, mais quand mon père est décédé en 1976, mon oncle m'a dit, écoute, tu hérites de ses parts, alors est-ce que tu rentres dans le cinéma ou pas? Et bon, j'ai décidé de rentrer dans le cinéma. Donc pendant quand même quelques années, j'ai travaillé dans le cinéma. J'ai été président de la Fédération des cinémas, je représentais le cinéma, j'ai négocié avec le gouvernement pour le cinéma. C'était à quelle période, ça? Les années 80. 76 à 85, parce que j'ai vendu 85. Et vous aviez fait Écran Total, ce journal? Après, j'ai lancé un journal, Écran Total, qui était pour les professionnels du cinéma et surtout pour les professionnels de la télévision, parce qu'à ce moment-là, on parlait du cinéma et moi je disais mais la télé ça va exploser, et donc il s'appelait Écran Total parce qu'il traitait et du cinéma et de la télévision. Mais j'ai toujours vécu dans le cinéma, donc une partie de ce que je raconte, ma famille me l'a raconté, et effectivement c'est l'histoire du cinéma vu de l'intérieur, et comment ils arrivaient à découvrir des réalisateurs auxquels personne ne croyait, des films, des grands classiques où le producteur, le réalisateur était désespéré avant que le film sorte, ça marchera jamais. Il trouvait l'idée qui faisait que le public allait se jeter pour aller voir le film et tout. Il avait un sens du marketing, mon grand-père, extraordinaire. Et mon père et mon oncle avaient un sens pour trouver les réalisateurs. Encore une fois, la nouvelle vague, ils avaient commencé à redémarrer en France, mais ils n'étaient pas des gros. Comme ils ne pouvaient pas avoir les films avec Gabin, Fernandel, etc., ils ont vu qu'il y avait des jeunes réalisateurs qui faisaient des films avec des petits moyens et tout, et ils avaient vraiment beaucoup de talent. C'était la nouvelle vague. Et c'est eux qui ont cassé la baraque. Et donc, d'un seul coup, ils avaient les films qui marchaient le mieux. Mais il fallait les découvrir. Même chose, je me souviens, même chose pour Bergman, Antonioni, etc. Et n'oublions pas que c'est les frères Siritsky ont fait Emmanuel quand même. Emmanuel, alors ils étaient... le scandale Emmanuel. Voilà, donc les droits d'adaptation du livre, c'est un ami à moi, Yves Serroir, qui les a achetés. On se disait à la fois, ça pourrait marcher, et puis c'est quand même, est-ce que le film a l'autorisation, parce qu'il y a une censure, enfin à cette époque en France. Et les Siritsky sont les premiers, enfin les seuls qui ont dit, écoutez, on cofinance
lance le film, on va être distributeur, ensuite ils ont été producteurs, et on pensait que le film n'aurait pas son visa de censure. Et il se trouve que Giscard d'Estaing est élu président de la République, et pour montrer qu'il est un grand libéral, la première chose qu'il fait, il supprime la censure. Et donc le film peut sortir sans passer par les fourches codines de la censure, et il casse la baraque. Et vous parlez avec Merci. beaucoup d'humour de la chutzpah des frères Siritsky. Pour de la tout famille. cela, il faut lire le Ah livre. oui, c'est formidable. Serge Siritsky, Le cinéma était leur pays, une autobiographie parue chez Véron Édition dans la collection Authentique. Un livre à se procurer absolument. Ouais. Merci Maya Merci, Naoum. merci. Merci beaucoup Serge Siritsky. Et quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci. Merci. L'amour est un trop long voyage. Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité, Et je suis ravie d'être invitée à Radio J. des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux. Donc merci à vous. À tout à l'heure. Radio J.